Desde Ayamonte hasta Faro, soy ese fado por las tabernas, donde bebé Bonsoir, vino amargo. très heureux de pouvoir parler aujourd'hui avec François de Grande de son premier roman, hein, L'ombre d'une racine, qui est apparu en octobre 2023 chez M&O. C'est ton premier roman, mais voilà, tu as déjà derrière toi un recueil de poésie, pardon, Foudre en cavale, publié en 2016, et un poème narratif long, on peut peut-être appeler ça comme ça, Trois fantômes biodégradables, publié en 2022, tous les deux chez Bleu d'encre. Tu as aussi publié quelques nouvelles, notamment récemment dans Marginal, et alors La Reconstitution chez Lamirois. Tu composes et tu joues de la musique aussi. Tu as sorti un disque en espagnol, El Mar Menor. On va reparler de la mer dans un instant, justement, en 2014, et Itinérance en 2018. Peut-être un mot sur tes origines. Tu viens d'un petit village près de Philippeville qui s'appelle Amptine, et on va en reparler tout à l'heure. Mais actuellement, tu es Sioux, hein, puisque tu vis du côté de Si, donc déjà proche de la nature. Tu es enseignant et tu as aussi étudié la littérature espagnole et hispano-américaine notamment, qui est très présente dans ce roman dont on va parler aujourd'hui. Voilà, alors justement, peut-être lors de ta formation, tu as eu beaucoup l'occasion de voyager en Espagne, en Amérique du Sud, en Argentine. Ce sont des lieux qu'on retrouve dans ce premier roman qui s'intitule L'ombre d'une racine, qui se déroule en Galice. Alors peut-être un mot là-dessus d'abord. Est-ce que c'est une région qui a un sens particulier pour toi que tu as choisi? Oui, tu l'as dit, j'ai beaucoup voyagé en Espagne plusieurs années. J'ai voyagé aussi en Argentine, en Amérique latine 1 an. Et mon amour pour l'Espagne vient de ma 16e année, puisque je m'ennuyais comme beaucoup de gens à l'école. Hein, c'est pas pour rien que je suis devenu prof. Et j'ai décidé de partir à Bilbao 1 mois dans une famille d'accueil. Et là, ça a été la révélation. Déjà, les odeurs dans les rues, c'était quelque chose d'assez remarquable. Et moi qui vivais dans une rue sans aucun voisin, j'étais dans une foule constante et ça m'a donné vraiment l'envie de connaître l'Espagne correctement. J'ai choisi mes études en lien avec l'Espagne et chaque fois que j'ai pu partir, j'ai fait des voyages de plusieurs mois et puis j'ai eu la chance aussi d'être envoyé en Andalousie à un moment donné en mission scientifique à Séville. Et donc là, c'était vraiment un moment de plénitude pour découvrir le flamenco. Et la Galice, ça remonte à un voyage extraordinaire que j'ai fait avec ma compagne il y a déjà pas mal d'années. Et suite à des ennuis d'auto, on a dû décaler le voyage d'1 semaine. Mais le problème, c'est que la semaine où on devait aller, il a fait super beau. Et on a découvert la Galice vraiment dans toute sa pluie, quoi. Alors moi, j'étais très inspiré par la pluie. Ma compagne rigolait beaucoup moins. D'autant plus qu'elle suivait la météo du temps passé et la météo qu'il faisait en Belgique. Et il faisait très beau en Belgique à ce moment-là. Voilà. Et donc je me suis toujours dit, je ferai quelque chose sur la Galice parce qu'il y a là une terre de poésie assez remarquable. Le ciel change de couleur en chaque instant, comme en Normandie. Et j'ai senti vraiment beaucoup de sensations et beaucoup d'inspiration. En découvrant un petit peu le terroir, sa mythologie aussi, quoi. Voilà, donc tu as découvert la Galice à travers la pluie et l'eau, ça t'a visiblement beaucoup inspiré. Exactement. Puisque ce roman s'ouvre sur la mer en Galice, mais la mer malheureusement ravagée par la catastrophe écologique du naufrage du Prestige, hein, donc en fin 2002, c'est ça, hein. Je vais peut-être te proposer de lire un passage de ton livre, puisque où tu parles de la mer qui est presque un personnage en soi. D'accord. Donc, la mer relance une vague de son produit d'appel et de saison. Elle fait vraiment tout pour qu'on la regarde. Tous les yeux sont rivés sur elle. Elle se pare d'une épaisse robe de deuil pour que le monde la mate sans la toucher. Elle veut faire son intéressante. Elle croit qu'avec ses big baits de bitume, elle est capable d'abattre et de pêcher le ciel entier.
Mais tout ce que cette allumeuse risque, c'est de s'attirer ses foudres. Elle fera moins la maligne quand Zeus incendiera ses lignes de crête. La mer surfe sur sa réputation sulfureuse. La veuve joyeuse cherche déjà un nouveau mâle à l'horizon, un supertanker pour faire tomber le prestige encore plus bas. Merci. Ça donne déjà une idée de ton style. On va en reparler aussi, ce jeu sur la mère, le temps du dos et la mère maternelle, ici aussi. Et sur cette plage, on a aussi ton héros, ton anti-héros peut-être plutôt, qui s'appelle Santos, et qui est là pour nettoyer la plage justement, et qui va faire une découverte pour lui vraiment inattendue et bouleversante, qui est celle d'un nouveau-né, c'est ça. Oui. Et pour lui, ça a un sens particulier, puisqu'il essaie de fonder une famille avec sa femme, mais n'y arrive pas depuis un certain temps. Et là, je te propose peut-être aussi de lire un autre extrait à ce sujet. C'est la page 24. Tu serres le petit contre toi. Cet enfant trouvé sur le cap Finistère, quand tu racles le fioul du prestige, est une hallucination. Tu respires le pétrole depuis plusieurs jours, comme avec l'alcool qu'il t'arrivait de consommer avant la marée noire. Un scénario vaporeux a dû s'écrire tout seul. Tu serres le petit contre toi. Tu cherches ton chemin entre les lignes du menu de l'océan nouveau. Tu débarrasses à peine la nappe noire de la plage que la mer te resserre la même chose. Une louche de coquillages noirs, une cassolette de poissons noirs et des oiseaux noirs qui poussent des cris stridents d'agonie pour étouffer les pleurs de l'enfant. Inconsolable. Sa présence relève du surnaturel. C'est pour ça que tu crois en lui. Tu t'interroges à nouveau. Est-ce un enfant, une créature de bois marin rendue humaine par la tragédie? Ça sent la godasse cramée partout autour de toi. Tu retires tes gants. À cet instant, tu sens que si lui n'est pas un vrai enfant, toi tu es un vrai père. Et tu n'oublies ce que la vie ne t'a pas donné, tout ce qu'elle t'a pris. Voilà, donc ça prend vraiment un sens important pour lui, mais ça va être aussi la source de conséquences en série fâcheuses, puisqu'on va suivre, tu racontes les événements au cours de cette journée-là. On est en décembre, le 4 décembre 2002, et la découverte de cet enfant, elle mène finalement à l'arrestation de Santos et à son inculpation pour enlèvement. Et tu mêles le récit de ce jour-là avec un autre fil chronologique. Donc on se retrouve 2 bonnes années plus tard. C'est Santos qui est en prison en attente de son jugement et qui se raconte à son avocat. Alors au départ il est assez réticent, il n'a pas spécialement envie de parler, mais une fois qu'il se livre, il offre vraiment un récit fleuve et il remonte loin dans les racines, puisqu'il parle de son enfance et d'événements tragiques qui remontent à son enfance, notamment, et c'est là qu'on revient à Anctine indirectement, notamment l'engloutissement de son village à Cerredo à la suite de la construction d'un barrage à la frontière avec le Portugal. Et voilà, Anctine, c'est un village aussi qui a été en partie rayé de la carte à la suite de la construction d'une carrière. Oui, c'est intéressant que tu aies remarqué ça. En fait, le personnage est né à Cerredo, donc qui a, comme tu l'as dit, été englouti à la frontière avec le Portugal et l'Espagne. Et de temps en temps, à cause, ou peut-être je vais te permettre de dire grâce au réchauffement climatique ici, de temps en temps on revoit l'église émerger dans ce village-là, Cerredo. C'est tout un symbole d'ailleurs dans le livre. Et il se fait que ma maison quasiment de naissance a été la seule à être expropriée par un grand groupe carrier. Et toute mon enfance et mon adolescence, il y avait le spectre d'une carrière imminente qui allait arriver, quoi. Et donc il y aurait eu les bassins de décantation juste derrière chez nous. Et ce qui était très amusant d'observer, c'était les gens en costume du groupe Carrier, Carmeuse, on s'en fout, on peut le nommer, qui venaient défendre leur projet face à l'hostilité des villageois qui les enfarinaient, et en même temps ils faisaient monter le prix des terrains, quoi. Et donc j'ai assisté à toute cette dynamique-là, et j'avais envie que le passé de mon personnage disparaisse aussi, et comme il pleut beaucoup en Galice, c'est semble-t-il passé, des espèces d'hémorragies constantes d'eau, des petites artères secondaires comme ça qui coulent un peu partout, et c'est le cas puisque ça va engloutir toute sa maison et finalement tout son village, quoi.
alors qu'il avait résisté, hein, il a essayé de s'opposer à la construction du barrage. Oui. Et ça aussi, je peux peut-être lire un passage là-dessus. Hein, tu expliques qu'il avait tout osé pour faire barrage au barrage. Luttant contre sa nature timide, il avait pris la direction d'un groupe d'activistes qui contrecarraient la construction du géant de béton. Il avait brisé les vitres des machines, démoli par 2 fois les plans des architectes. Et ça, je me suis laissé dire que ça prenait aussi racine dans du vécu. Je me souviens d'avoir guindaillé dans des bulldozers. C'est une période de ma vie. J'ai des souvenirs précis de fêtes dans des machines de toutes sortes, des carotteuses. Oui, mais bon, voilà, on est filmé là. On peut en dire plus, on laissera les lecteurs découvrir ça. Voilà. Alors, bon, il évoque aussi Santos, son histoire familiale tragique, hein, notamment au début du livre, la mort de son père, qui est décrite de façon plutôt tragique-comique, hein, la façon dont tu la racontes, c'est avec un humour assez féroce, puisqu'on a ce père assez mégalomane qui veut atterrir en parachute dans la cour de l'école à l'occasion de la fête scolaire, pour attirer l'attention sur lui en quelque sorte, mais voilà, un accident fait que sa chute est malheureusement mortelle. Là aussi, il y a une anecdote derrière. Mais en fait, le papa de Santos était un type, comme tu l'as dit, profondément mégalo. Et donc, il était enseignant, prof de gym, et il fallait toujours ramener la fête à lui. Et donc, un numéro des élèves aurait pu suffire, mais non, il fallait toujours que ce soit lui la star. Et vraiment, il avait beaucoup d'imagination pour voler la vedette aux enfants. Et ici, je le fais disparaître sur un fond de rumba flamenca de Paco de Lucia qui s'appelle Entre dos Aguas, qui correspond assez bien, je trouve, à la Galice, puisqu'on a 2 côtés de terre et 2 côtés d'eau, finalement, dans la Galice. Et je le fais disparaître en une chute vertigineuse en parachute sur des accords de flamenco endiablés de Paco de Lucia. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de faire le rapprochement avec sa naissance plutôt laborieuse, puisque le papa, ils avaient dû aller le chercher au forceps, donc venir sur la terre de façon très lente et mourir à du 200 à l'heure. J'avais envie de créer quelque chose de cet ordre-là. Ceci dit, il y a un de mes lecteurs qui m'a dit, moi j'ai adoré le début du livre, mais j'ai arrêté après le coup du parachute. Il m'a dit, ça c'est trop. C'est que c'est arrivé à un copain. Ça c'est extraordinaire. Un copain qui était, oui, je te l'expliquais, qui était donc un parachutiste belge, paracommando, et qui, pour la fête de l'école, fête du village en tout cas, c'est un spécialiste du saut en chute libre. C'est ça. A voulu faire une démonstration. Il avait un nouveau parachute, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et sa femme, ses gosses l'ont vu en train de chipoter, s'écraser sur la place du village. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, merde, alors il a dû connaître ce gars. J'ai connu un prof de gym qui nous a fait ce coup-là. Ça, c'est vraiment authentique. Et on l'interrogeait parce qu'on était un peu fascinés. Il disait qu'il sautait en parachute à Templou. Et bon, on était gamins, on avait 8-9 ans, c'était dans les années 90. On lui demandait le prix de son parachute. Il nous avait dit à l'époque 25 000 francs, on trouvait ça beaucoup. Il avait dit il suffit d'économiser, de ne pas acheter le Télépro pendant un an. Je n'ai jamais vérifié, mais technique d'économie. Cette scène-là apparemment a marqué les esprits au point que certains après arrêtent le livre ou l'apprécient pour l'humour noir, comme tu dis. Mais voilà, je voulais absolument qu'il y ait cette lenteur du personnage à la base et puis un décès qui va faire l'objet d'énormément d'hypothèses autour du papa. Je ne vais pas en dire plus. Oui, voilà, oui. Mais justement, là on parle de choses plus humoristique aussi, mais le dysfonctionnement familial, c'est quand même quelque chose de présent, fort présent dans le livre, omniprésent. On peut penser aussi au personnage de la mère, qui est assez excentrique. Et ce dysfonctionnement familial prend aussi une autre tournure une fois qu'il est adulte, puisqu'il voudrait fonder une famille, il n'y arrive pas, et c'est là que cette découverte aussi prend toute cette importance, la découverte de l'enfant sur la plage. Avec sa femme, ils mènent des espèces de pèlerinages pour essayer d'arriver à la fertilité. Et lui, quand il trouve ce bébé,
il va presque commettre l'irréparable à partir des croyances qu'il a. Enfin, il s'auto-persuade. Cet élément des croyances, justement, on parlait tout à l'heure de la religion, il est très présent aussi, mais aussi au travers des convictions. Certains personnages qui croient dur comme fer en leur vérité. J'ai envie de dire, ça c'est quelque chose qui t'inspire, qui te parle le rapport aux croyances en général. Oui, tout à fait. Je vais commencer par rebondir sur ce que tu as dit au sujet de la famille, puis je viendrai sur la thématique des croyances. C'est vrai que moi, depuis que je suis petit, j'ai observé autour de moi énormément de conflits dans la famille, parfois des conflits qui ne pouvaient pas se résoudre. Et donc ça, c'était quelque chose de très spectaculaire à avoir cette dimension de conflit familial. Je crois que je pourrais écrire sur n'importe quoi, j'y reviens toujours, quoi. Ici, il y a un excursus dans le livre où on est en Argentine, dans les vallées Calchaquíes, dans une zone aride. À un moment donné, la pluie peine à tomber sur le sol, et quand elle tombe, elle a les traits vraiment d'un enfant qui rend des visites forcées à ses parents parce qu'il est pressé de repartir. Et donc je crois que cette phrase-là résume énormément de choses, quoi. Enfin, sans entrer dans le détail. J'ai baigné quelque part dans un climat de conflit. Et ça donne énormément d'idées pour la création. En tout cas, de mon point de vue, ça a été quelque chose d'assez stimulant, quoi. S'agissant de la croyance, c'est vrai que des personnages ont parfois des croyances. Les joueurs, par exemple, des martingales, pensent son esprit supérieur au hasard. Et pour ça, la Galice était aussi une terre intéressante à visiter, avec son cortège de légendes. On peut penser à la Sainte Compagnie, ce cortège d'âmes en peine qui circule à partir de minuit. Ce sont des personnes, des âmes errantes en toge. Et la personne qui dirige un petit peu le groupe serait apparemment une vivante. Donc la frontière entre vivant et mort est un petit peu floue. Et c'est un monde qui est très intéressant à découvrir aussi. Mais le personnage est convaincu qu'il porte en lui une dimension presque mystique. Et trouver un enfant comme ça, au terme du chemin de Saint-Jacques, où lui il fait une sorte de gros nettoyage des plages, c'est une sorte pour lui presque de faute morale greenwashée, quoi. Il va découvrir un gamin, il a fait Saint-Jacques, tout peut lui être pardonné, mais il va prendre le gamin, il le ramène chez lui, quoi. Et comme cadeau à sa femme, il n'y a pas plus beau, puisqu'elle est psychologue de l'enfance, elle adore les enfants, mais elle ne sait pas en avoir. Donc il dit, je vais revenir chez moi, je vais le montrer à Lucia. Par rapport justement aux autres personnages, puisqu'on a parlé surtout de Santos, mais tu parles de Lucia, sa femme qui, je dirais, brille par son absence dans le roman. On a aussi d'autres personnages hauts en couleur qu'on croise. Je pense notamment par exemple à un facteur assez envahissant qui écrit des petits mots sur les enveloppes pour annoncer sa venue, qui aime laisser des traces diverses de la façon dont il fait irruption chez Santos. On comprend tout de suite que le personnage est croqué. Pour lire un petit passage, on entend le crissement du frein à main de la camionnette Correos, donc la poste. Les pneus dessinent dans le gravier une forme de parapluie, le paraphe annuel d'Eleutério, on dirait de l'art contemporain. Là aussi, derrière ce personnage, il y a du vécu qui se cache, ou c'est... Oui, c'est un personnage qui puise certains traits dans un facteur que j'ai bien connu quand je vivais dans les bois, à Barvaux-Condreau. Et il passait chez moi, et la veille, il écrivait toujours sur une lettre « François, je viendrai boire une bonne bière demain ». Voilà. Donc il se permettait d'écrire sur mon courrier. Je trouvais ça intéressant comme dynamique, quoi. Et j'appréciais beaucoup ses visites. Il me demandait une chimée blanche, une deuxième. Et puis il avait un côté intrusif mais plaisant en même temps, quoi. Et donc ici, je lui rends un peu hommage, même s'il ne me lira jamais. J'ai envie de... Voilà. Mais à côté des personnages, un autre élément marquant dans ton roman, c'est le style. C'est difficile à définir, mais c'est à la fois poétique. On sent que tu viens de la poésie, c'est ludique, très ludique aussi. Notamment, ici je proposais un petit passage sur les oiseaux marins qui se retrouvent empêtrés dans le pétrole, la façon dont tu décris ça. Il regarde la mer. Le spectacle est tragique et beau à la fois. La poche du noir de la seiche géante s'est ouverte encore un peu plus. Elle semble partir à vol d'oiseau vers la fin du monde.
et les palmipèdes en profitent. Mais ce ne sont pas les seuls. En 2 secondes, tous les oiseaux ont pallié leur retard scolaire, chiffré à des milliers d'années. Grâce au pétrole, la plupart d'entre eux écrivent. Comme des plumitifs, ils s'acharnent à mourir de leurs plumes en écrivant leur épitaphe sur le sable. Une mouette rieuse, une des dernières à vivre de sa plume, s'amuse à les bombarder de fientes cyniques. Si on avait su que pour chasser le gibier à plume analphabète, il fallait gaver d'encre la volaille. Je trouvais que voilà, c'était un passage qui est vraiment représentatif de ton écriture et du jeu que tu fais à la fois sur le langage, sur les images aussi. Et de manière générale, c'est un élément très présent dans le roman, dans ton univers en général. Tu joues sur les codes, les paradoxes aussi, les conventions. Et tu as d'ailleurs, quand tu as rédigé ta thèse de doctorat sur un écrivain argentin, Franco Césaire, tu as travaillé sur les théories du jeu, non? Oui, c'est vrai. J'ai travaillé sur le jeu et peut-être j'ai assimilé cette matière, le jeu, avec le lecteur aussi. Et voilà, je dirais que je dois peut-être autant ça à la théorie du jeu qu'à ma lecture de Cervantes, hein, l'art d'interrompre les récits de temps en temps ou de créer une logique dans le livre pour la casser tout d'un coup, venir avec une règle qui finalement n'est plus... c'est vrai qu'il y a un côté ludique dans le livre. Ouais, tout à fait. Ouais, et tu parles de Cervantes, ouais, on peut peut-être en dire un mot aussi. Le Quichotte, c'est une inspiration. D'ailleurs, on va écouter dans un instant des chansons inspirées du Quichotte. Hein. Tu vas jouer avec Olivier Terroigne et François Remeau. Voilà, c'est pas juste une couleur locale, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui nourrit ta littérature, ton roman. Hein. Il y a notamment, je pensais à un endroit où Santos dit personnellement, j'aime relire l'actualité avec Cervantes chaque fois que le monde se prend une claque. Est-ce que c'est de la façon dont toi tu vois les choses aussi? Oui, aussi, c'est vrai que cette phrase-là, je la trouve assez mienne en fait, parce que même si on a fait dire au personnage, je crois qu'on gagnerait à relire Don Quichotte assez souvent, ne serait-ce que pour réapprendre à parler des religions avec un peu plus de légèreté et pas se braquer au moindre stéréotype. Voilà. Il y a ça, puis les migrants dont on a parlé tout à l'heure aussi, il y a des très beaux chapitres dans Don Quichotte sur les migrants. Allusion à un fait historique de 1609 qui vient compléter le livre de 1615 pour montrer qu'il est sensible au sort des Maurice, qu'on ne peut pas lui faire un procès pour racisme et tout ça, même s'il parle d'une traduction faite par un arabe et qui serait donc un petit peu boiteuse à un moment donné. Et donc c'est ça qui est très beau dans Cervantes. Et puis la valeur de l'amitié qui est encensée, je trouve qu'on devrait la revisiter aujourd'hui parce qu'elle a été virtualisée, on le sait. Pour toutes les questions de lissage d'images qu'on voit sur les profils des réseaux sociaux, etc., le décalage qu'il peut y avoir entre une personne comme elle se vend et comme elle est en réalité, c'est des problématiques qui sont déjà présentes dans le Quichotte. Quand on entend parler de Dulcinée et puis qu'après on nous dit qu'elle n'a pas son pareil pour saler les pourceaux, hein, pour saler les porcs, on a un décalage profond entre l'image et la personne. Et ça, je trouve que notre époque doit réapprendre un petit peu à aussi aller dans la logique de la personne pour lui faire du bien et pas pour lui faire du mal, quoi. Tous les problèmes de harcèlement, pour moi, c'est typique aussi des ennemis de Don Quichotte qui connaissent sa logique erronée et qui vont vraiment aller le pousser là-dedans, tandis que ses amis essayent de pénétrer dans sa logique pour le guérir, quoi. C'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc, chaque fois que le monde est en conflit, c'est vrai que je pense souvent aussi à Sancho Panza sur son île, au chapitre 51 de la deuxième partie. Lui-même pense à Don Quichotte en se disant « Mais qu'est-ce que Don Quichotte ferait ?» La moins mauvaise des solutions. Si déjà tout le monde se disait ça, hein, de ne pas s'auto-convaincre qu'on est dans le bon, mais simplement qu'on est dans le moins mauvais de temps en temps, quoi. Voilà. J'aime bien lire l'actualité, c'est vrai, en fonction de ça. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a encore un peu Vous pouvez clôturer. de temps. D'accord, on va clôturer. Je ne sais pas si éventuellement tu as des projets en cours ou à venir dont tu peux nous parler pour terminer. Ici, vraiment, cette semaine-ci, je suis occupé parce que quelqu'un de mon village est venu avec un article historique qui s'est passé à mon village de Si. Il était écrit un cas de prostitution à Si en 1664. Il m'a demandé de composer une histoire avec ça, des scénettes, donc je suis occupé là-dessus. Après, je fais des nouvelles pour le moment parce que
je peux faire ça pendant mon travail, pendant des heures de fourche, et ça ne monopolise pas, je dirais, un souffle plus long, comme peut l'exiger un roman, que pour le moment, je fais plus des nouvelles, quoi. Beaucoup de choses en lien avec l'actualité, hein, justement. Dans Marginal, cette année, tu en as sorti quelques-unes. Oui, c'est ça. Les agriculteurs dans les rues de Bruxelles, notamment, voilà, j'essaie de souligner les liens entre la fiction et le réel, quoi, dans l'esprit un petit peu de la revue Marginal. Je publie de temps en temps là-bas, culturel. Voilà, ben, un grand merci en tout cas de nous avoir parlé de ton roman L'ombre d'une racine, voilà, qui crée un suspense. J'ai peut-être oublié d'en parler par cette double structure aussi, mais dans lequel on retrouve voilà, énormément de choses, des moments plus contemplatifs aussi, et de sacrées surprises pour le lecteur également. Voilà, un grand merci en tout cas. Merci à toi, je voudrais remercier Gérard aussi de m'avoir fait confiance pour ce premier roman. Ça a été vraiment une vraie joie de découvrir une réponse positive. Je me souviens, c'était le 31 décembre 2022. À 18h30, j'étais en train de bûcher des gambas et j'ai checké mon smartphone et j'ai eu un message de Gérard qui m'expliquait qu'avant la trêve des confiseurs, il voulait m'annoncer une bonne nouvelle. Ah, donc voilà, c'est une grande joie. Je suis très content d'être chez Emeo. Voilà, pour moi, c'est vraiment beaucoup de satisfaction et un gros boulot, quoi, qui ne serait pas ce qu'il est sans les corrections que Gérard m'a demandé, quoi. Ça m'a aidé à muscler un petit peu tout et voilà. L'Espagne et le Portugal. Merci beaucoup. Ça s'appelle Merci. Merci. En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros